Salut tout le monde, soyez les bienvenus dans Overtime. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Dans un premier temps, le live podcast de MySports est là pour vous chaque lundi. Sur le coup de midi, vous allez en prendre l'habitude maintenant, ça tombe bien. Vous êtes au bon endroit pour passer, en tout cas, une bonne heure d'émission avec nous sur un fond de discussion des 4 clubs romans dans un premier temps. Et bien sûr, un petit débat qui va arriver derrière. On vous laisse gentiment arriver, vous mettre en place. Le temps pour nous est bien de vous rappeler que vous pouvez vous poser vos questions en tout temps dans l'espace chat commentaire. On essayera d'y répondre un maximum. Donc n'hésitez pas. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ce week-end et on est là pour vous. Et bien sûr que nos experts aujourd'hui, l'équipe, vous la voyez bien en place, est présente avec Dr S. Rochette, consultant Mi-Sport. Le roi des expressions québécoises, Jonathan Filion. Régis Surf, commentateur principalement, et j'ai pas fait carrière dans le hockey, j'ai pas réussi à marquer de but sur les patinoires, alors j'essaie d'attaquer ailleurs, j'essaie d'attaquer sur les commentaires de MySports. Et David Pietronigro aussi, un spécialiste du beau jeu, surtout quand il est bien léché. Et je crois que ce week-end, on a été gâtés. Allez, messieurs, on parle un petit peu des thèmes que l'on va aborder avec les suiveurs qui sont là pour nous aujourd'hui. On va faire un mini back-check des clubs romans, finalement. Avec, pour commencer, le Lausanne Hockey Club qui est en quarantaine, mais un Lausanne Hockey Club qui a le sourire parce que Denis Malgin va rester au LHC. Du côté de Bienne, 2020 était déjà mouvementé. 2021, c'est pas terrible pour l'instant. Pas de victoire. On verra s'il faut appeler un docteur au chevet du club zélandais. Fribourg, c'est doublement piqué au leader du championnat. Pas de victoire à la clé pour les Dragons. Et puis, on verra où se situent finalement les hommes de Christian Dubé à l'heure actuelle dans ce championnat. Enfin, Genève sort d'une semaine parfaite avec 3 victoires, même 4 depuis le début de l'année 2021. On a fait un petit brassage des lignes et je crois que ça a redonné un coup de potion magique à tout le monde. On aura aussi un débat en fin d'émission qui sera certainement pimenté, donc restez avec nous jusqu'à la fin. N'hésitez pas toujours, je vous le rappelle encore une fois, à poser vos questions dans le chat. On est là pour vous. Overtime, épisode 2, c'est parti. Avec Lausanne, donc, qui n'a pas rejoué depuis le 2 janvier, et son succès 7-1 contre le CP Berne, mise en quarantaine, plusieurs joueurs du staff qui ont été touchés, et du coup, on ne rejouera pas jusqu'au 13 janvier prochain. Mais pendant cette quarantaine, messieurs, le Lausanne Hockey Club a quand même tout d'abord tremblé, parce que Denis Malgin a dû être placé finalement au ballottage, pas réclamé, le soulagement qui arrive, et même la bonne nouvelle, parce qu'il y a un accord entre Toronto et le Lausanne Hockey Club pour qu'il puisse terminer la saison en National League. Enfin, Régis, bonne nouvelle pour nous de voir Denis Malgin rester encore quelques longues semaines. Excellente nouvelle, hein. Je crois qu'on soit supporter lausannois ou pas, le jeu proposé, les étincelles qu'il fait sur la glace, ça bonifie notre championnat. J'ai presque envie de dire que ça lui donne de la valeur à notre championnat de voir un tel joueur s'exprimer sur les glaces suisses. Je pense aussi que son avenir en NHL, c'est quand même un peu compromis maintenant. Il a fait 3 saisons sans réussir vraiment à avoir une place de titulaire à part entière. Je pense quand même qu'il retrouve quelque part le championnat de Suisse qui me semble, je peux toujours me tromper, mais ce qui me semble être vraiment son avenir pour les prochaines années. Puis par rapport à ce qu'il devait gagner à Toronto, je pense qu'il ne va pas perdre vraiment de l'argent en restant en Suisse. En tout cas, il ne va pas en perdre beaucoup, ça c'est sûr. C'est la vraie question qu'on doit se poser finalement, Jonathan. Est-ce que Denis Malgin, avec l'épisode du ballottage, ne doit-il pas tirer un trait sur la NHL et signer un gros contrat en Suisse pour les prochaines longues années à venir? Moi, je crois que oui. Moi, être Peter Svoboda aujourd'hui, j'ai déjà contacté le joueur, l'agent du joueur, pour négocier une prolongation de contrat. Puis si je suis DG d'un autre club de National League, je cogne déjà à la porte pour voir son intérêt à rester en Suisse. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en NHL, c'est une année particulière. Il y a le fameux Taxi Squad. Donc, on a plus de joueurs dans l'effectif qu'habituellement, que les 23 joueurs qui sont permis. Et malgré ça, Denis Malgin n'a pas été réclamé au ballottage par aucune des 30 autres équipes de NHL. Ça veut en dire long. Denis Malgin, c'est un joueur avec énormément de talent. Le souci, c'est sa grandeur.
le rôle qu'il peut avoir en NHL, c'est pas un centre de quatrième bloc. Et on le voit avec Lausanne. Si tu le mets dans les bonnes pantoufles, si tu le mets dans le bon rôle, il va exceller. Mais en NHL, il lui manque un petit quelque chose, puis tu peux pas le mettre sur un quatrième bloc. Sur un troisième bloc, à l'occasion, OK, mais encore là, il va être perdu. Il faut que tu le mettes dans un rôle offensif. Puis dans un rôle offensif, à cette grandeur-là en NHL, il ne réussira jamais. Entièrement d'accord. C'est exactement. Tu as très bien résumé la situation. Hyper talentueux, pas de place dans le top 6, comme d'autres, comme Marco Bello, etc. On en connaît plein de ces joueurs-là. Et puis en NHL, les garçons, la mentalité, elle n'a pas changé. L'année passée, il y a environ 50 joueurs. J'ai regardé, j'ai fait le tour dans une des chroniques. Il y a environ 50 joueurs dans la NHL. Sur les 700, il y en avait environ 50 qui mesuraient moins d'1,80 m. Et sur ces 50, il y en a plus de 30 à 35 qui mesuraient 1,78 m ou 79. Donc, en tout d'1,78 m, largement en tout d'1,78 m comme lui, il fait à peu près 1,75 m, 76. Il y en a 14. Il y en avait 14 ou 15 dans la Ligue. Donc, ça ne fait même pas un tous les deux, à toutes les deux équipes. Et là, on a des vedettes, on a des Marchands, on a des Girard, on a plein de joueurs, mais hyper talentueux. Il ne fait pas partie de ces hyper talentueux, mais il fait partie de ces plus petits. Donc, c'est hyper compliqué pour lui. La NHL n'a pas changé. Bien, un autre truc qui m'a dérangé, c'est que j'ai lu sur les réseaux sociaux qu'on parle de son attitude. Quelqu'un nous a dit ou a laissé entendre que ce serait une question d'attitude. Pourquoi? Pour la raison pour laquelle il n'a pas eu de contrat. Ça, c'est de la bullshit pour moi. Le seul endroit où on a entendu parler de l'attitude de Malgin, c'est en Suisse avec l'équipe suisse, parce qu'il a osé une fois dire non, parce qu'il a tenu son bout. Si avoir du caractère, puis tenir son bout, puis faire d'avoir des opinions, puis d'avoir des envies, puis dire « moi, c'est ce que je veux dans la vie, c'est là où je veux aller ». Si c'est ça, d'avoir une mauvaise attitude, ben, je suis désolé, il a raison d'avoir une mauvaise attitude. Parce que partout dans le monde, le hockey, c'est du hockey business maintenant. Et puis, si il lui fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il a envie de faire, et puis c'est à lui de décider de son avenir, de l'endroit où il veut jouer, puis des conditions dans lesquelles il veut jouer. Et puis si le seul endroit sur la planète où on a entendu l'attitude de Malgin, on a mis en doute l'attitude de Malgin, c'est l'équipe suisse, parce qu'il a osé dire non une fois ou l'autre. Je vais vous dire un truc, là, si c'est ça, je suis désolé. Ouais, il n'y a pas que l'attitude, Stéphane, aussi pour Denis Malgin, peut-être de le voir rester en Suisse plusieurs années. Pour moi, c'est aussi que ce rêve nord-américain, il l'a vécu pendant 4 ans. Il a pu jouer en NHL, il a eu sa place d'abord au Florida Panthers et ensuite échangé à Toronto dans une équipe qui est constituée, on va dire, avec un effectif de fou qui veut viser le titre. Et puis c'est clair que là, c'était difficile d'aller se faire une place. Donc qu'il y ait une attitude irréprochable ou pas, même c'était aller presque viser la possible. Après, les autres équipes de NHL ne l'ont pas réclamé parce qu'il y a aussi une prise de risque. C'est un joueur offensif, on peut le placer dans le top 6, on ne peut pas le placer peut-être plus loin. Donc il y a des inquiétudes là-dessus. Donc finalement, il va terminer la saison en Suisse pour le bien de notre championnat. Et ensuite, il pourrait aller encore peut-être être réclamé dans la fin de saison de NHL qui pourrait durer plus longtemps. Mais pour se prolonger en Suisse et pour revenir à cette discussion, finalement, Malgin, il a déjà connu 4 ans là-bas. Donc maintenant qu'il a vu qu'il est revenu en Suisse, qu'il avait un rôle différent que quand il jouait dans son club formateur, les ZSC Lions, et qu'il pouvait être une vedette, c'est aussi flatteur pour pouvoir se voir, on va dire, rester dans le championnat de National League. Le seul souci, la seule déception peut-être pour Malgin, c'est le moment où il arrive. Parce que s'il revient en Suisse, il y a 1 an à peine, avant toutes ces histoires de COVID, là, il peut demander un salaire approchant celui de Hoffman, peut-être même plus. Pourquoi? Parce que c'est un joueur de centre. Pour moi, un joueur de centre, c'est encore plus de valeur qu'un Gregory Hoffman, qui est un marqueur, mais de séquence. Puis on le voit cette année avec Hoffman, c'est des hauts et des bas. Les marqueurs, c'est toujours ça. Alors que Malgin prouve avec ses statistiques et ses performances à Lausanne, comme joueur de centre, il est hyper important. Ça peut être le noyau de ton club. Malheureusement, là, il ne peut pas, avec le COVID, demander autant qu'Hoffman, mais il peut quand même gagner plus ici et avoir une plus longue carrière ici qu'en NHL, faire la navette. Parce qu'on va se le dire, là, de passer de la Floride à Toronto, ça a été peut-être la moins bonne nouvelle pour sa carrière à lui, parce qu'en Floride, il y a tellement de trous dans l'effectif qu'il pouvait au moins jouer puis avoir un rôle. Tandis qu'à Toronto, là, quand tu regardes la ligne de centre, là, quand tu places Joe Thornton à l'aile, c'est parce qu'il y a déjà assez de profondeur au centre, puis que Malgin, là-dedans, il se retrouve avec aucun rôle. Puis ça, pour sa carrière, c'est pas une bonne nouvelle d'être à Toronto. Moi, j'ajouterais encore une chose, si tu permets, par rapport au timing. Il y a le Covid, puis il y a aussi l'aspect qu'on parle maintenant de salary cap. Ça veut dire que les clubs ils vont devoir aussi calculer par rapport à une masse salariale.
Et peut-être que dans une perspective où il y a 2 ans, on faisait vraiment de la surenchère, peut-être que maintenant, on en fera un petit peu moins pour de tels joueurs. Hein. Parce que là, les clubs, même s'il n'y a encore rien qui est adopté définitivement, je veux dire, on sent bien qu'on est quand même un peu en train d'y venir à cette salaire. Moi, je vais te rebondir là-dessus. Moi, je pense au contraire. Je comprends ce que tu dis, c'est vrai, les clubs devront faire des choix, mais je pense qu'on s'en va vers un mode de répartition des salaires comme à NHL, où les très bons joueurs à la Malguin, joueurs de centre, etc., les joueurs rares vont gagner de plus en plus d'argent et il y en a qui vont gagner de moins en moins d'argent. L'écart entre les salaires va être de plus en plus grand, à mon avis. Et je pense que ces joueurs-là vont continuer à gagner beaucoup d'argent parce qu'ils seront très importants comme en NHL. Et c'est l'employé de soutien, les gars du milieu de gamme, qui vont voir baisser leur salaire. C'est mon avis, on verra plus ce qui va arriver. Steph, toi qui sais tout, alors forcément, quand on sait qu'un Denis Malgin reste en Suisse, il y a environ 12 clubs qui lui font les yeux doux. Mais celui qui est en pole position, c'est quand même Lausanne pour négocier avec, vu comment il l'a fait revenir et comment il l'a mis en valeur aussi. Bien, évidemment. Puis on sait que Svoboda a un contact privilégié avec la famille Malgin. Le père Malgin travaille à Lausanne dans le mouvement junior. Il les connaît. C'est lui qui le représentait comme agent. C'est lui qui l'a proposé d'aller vers une nouvelle agence qui est CAA, l'agence de Pat Brisson. Donc, il y a quand même un contact personnel qui est établi. Par contre, Malgin, alors, il le dit à tout le monde, un peu comme André Ghetto, la plus belle ville au monde pour lui, c'est Zurich. Il a commencé à Holton, il a vécu à Zurich. Alors, il y a un lien là. Et puis, Zurich peut délier les cordons de la bourse comme Lausanne, comme Zug éventuellement, comme Fribourg aussi, parce qu'attention, Fribourg, on en parlera plus tard. Fribourg va devenir une puissance de cette ligue avec la nouvelle patinoire. Donc, il y a certaines équipes, et Fribourg a des ambitions, les garçons. Donc, il y aura quand même des concurrents. Ça va faire monter la sauce, à mon avis. Ça risque d'être intéressant à suivre. Allez, messieurs, je vous propose que, comme Lausanne n'a pas joué et puis est encore en quarantaine jusqu'au 13 janvier, eh bien, on classe l'affaire Denis Malgin, qui est quand même pour nous, on est eu assez unanime, une très bonne chose de le voir continuer d'évoluer dans notre championnat. Et on passe à l'actualité du HC Bienne. Avec une actualité tâtée de rouge, un petit peu comme ce que l'on retrouve sur le logo du club en ce moment. C'est vrai que la formation de Lars Leuenberger a manqué son début d'année 2021. 4 matchs, 4 défaites, très peu de buts marqués. Une équipe qui montrait quelques signes de reprise quand même, Jonathan, en fin d'année dernière. Mais alors là, est-ce qu'il y a vraiment un pilote dans l'avion zélandais? Et la question que j'ai émise dans les thèmes, est-ce que pour toi, il faudrait appeler le docteur pour voir qu'est-ce qui cloche au sein du HC Bienne en ce moment? Je pense qu'on le sait. Je pense qu'on le voit, ce qui cloche chez la HC Bienne. Ce n'est pas une équipe de tête. Ce n'est pas une équipe de tête. Ce n'est pas une équipe qui peut aspirer aux grands honneurs cette année. Ils ont été en 2 temps toute la saison. Ils ont eu un mauvais départ. On a vu des petites victoires un peu encourageantes, mais rien de très, très concret. Puis les 4 défaites, il faut le dire quand même, c'est contre des clubs qui sont dans le haut du classement. Là. C'est Zug, Fribourg, Zurich, Genève. Bien, ça montre que Bienne vont faire fort probablement partie des pré-playoffs, mais qu'après, en playoffs, on peut les oublier. Ce sera un adversaire facile pour l'équipe qui vont les affronter. Oui, ils sont capables de sortir des bonnes performances, mais il manque quand même quelque chose dans cette équipe-là pour être une équipe de tête. Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui cloche à Bienne pour vous? Avant de revenir vers toi, Régis, n'hésitez pas à réagir. La question, c'est on commence par où? Non, mais ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a quelques semaines, on parlait des problèmes défensifs de l'équipe. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que c'est à peu près résolu, même si on peut relativiser un tout petit peu cette réponse, mais ça va mieux. Mais là, on a maintenant les problèmes offensifs. Et je pense, moi, de mon point de vue, c'est là qu'on pointe le doigt sur quelque chose qui cloche depuis le début de la saison. C'est que des leaders comme Rayala, ils sont à côté de la plaque ou presque. Et puis ça n'a pas changé quasiment depuis l'ouverture du championnat, si ce n'est ce premier match face à Lausanne qui a mis un écran de fumée, nous faisant croire que Bienne était tout à coup devenu un candidat au titre de champion. Mais à part ça, je veux dire, premier bloc, ça ne fonctionne pas. Avec Pouliot, ça ne marche plus comme ça marchait. On les a séparés d'ailleurs en début de week-end. On les a séparés, Pouliot et Rayala, et on y est revenu dimanche. Ouais, mais le problème à Bienne, j'ai absolument rien contre Yanis Moser, mais il est top scorer. Alors, il a cédé quelques jours son maillot à Kunti, mais il est toujours top scorer. On ne parle pas d'un défenseur offensif. C'est pas Gunderson non plus. Donc, moi, je pense qu'à Bienne, il y a vraiment un problème des gros leaders qui ne marchent pas. Je ne sais pas ce qui ne va pas, qu'il n'y a pas de déclic chez Rayala actuellement, mais pour Bienne, c'est
un énorme problème. Et tant que ce problème-là n'est pas résolu, je pense que l'équipe, elle peut difficilement prétendre à être dans les 6. Ouais, Steph, vu que tu t'es promu Docteur S. Rochette en début d'émission, vas-y. Docteur S. Rochette, le diagnostic, voilà le diagnostic. Non, écoutez, Pouliot, je l'ai répété, je l'ai dit plusieurs fois, comme Sprunger, un gars dans la trentaine qui a été blessé au genou l'année passée. Je l'ai vu patiner cet été au Canada, je l'ai vu au camp d'entraînement, il a ralenti. Ça reste un excellent joueur qui peut assumer un rôle, mais pas comme avant. Il a ralenti. Hier, il n'a pas beaucoup de succès. On sent qu'il est frustré. Hier, il a créé beaucoup de choses. Il a eu des chances de marquer. Ça ne veut pas rentrer. Je pense qu'il est sur la pente ascendante, mais c'est un joueur qui a ralenti. Il ne peut plus être le moteur de cette équipe comme avant. Rajala, c'est pas compliqué, les gars. C'était qui le coach avant? C'était Tormainen. C'était son grand copain. C'était 2 Finlandais. Communication impeccable. Le Yenberger arrive. C'est plus la même chose. Rajala est un petit peu à côté de ses patins. On est un peu dur avec lui au niveau des stats parce qu'il marque moins de buts. Il a eu des passes, mais c'est vrai qu'il ne marque plus les buts qu'il marquait hier. Il a eu 2-3 chances de marquer. J'étais au match. Il n'arrive pas à la mettre au fond. Ouais, comme l'année passée, il échappe le puck. Il y a quelque chose qui cloche, mais ça vient aussi du fait que, comme beaucoup de joueurs, l'arrivée de Leuenberger ne l'a pas aidé. Et puis David Ulfström, pauvre lui, il a eu une commotion. C'est compliqué, il a été blessé. Mais David Ulfström, là, pourquoi on l'a engagé cette année? Qu'est-ce qu'on a annoncé au HCBN? On l'a annoncé pourquoi? On l'a engagé pourquoi? Parce qu'il ne coûtait pas cher. Et le gars qui vient, là, puis qui dit, voilà, tu te fais ramper un gars devant toi, puis tu dis, tu t'en viens, on te prend, mais pour des peanuts. Le gars, il en donne pour des peanuts. C'est humain, à mon avis. C'est mon avis. Et il y a beaucoup de choses qui jouent dans la tête des joueurs à Bienne cette année. Il y a des joueurs, des jeunes. Redgeb, en début de saison, on lui a joué dans la tête, il est en conflit avec Leuenberger. Les jeunes, alors que ça allait super bien avec les jeunes à Bienne, tout à coup, les jeunes, Nussbaumer en tête, ça ne fonctionne plus. Il ne joue pas, 13e attaquant. Mais tout ça mis ensemble, les gars, puis le changement de gardien, on va arrêter de le dire parce que c'est une évidence. Tout ça mis ensemble fait que cette équipe-là, elle péclote, c'est tout. Steph, je vous entends bien sur ces sujets de discussion. D'ailleurs, on vous a préparé un petit tableau sur le rendement des étrangers du HC Bienne et qui doivent quand même être les véritables locomotives de ce championnat pour le HC Bienne. Mais regardez, sur les 4 matchs joués en 2021, il n'y a aucun but pour les 5 étrangers mis sous contrat. Et il y a un assist pour Rajala, un assist pour Pouliot, énormément de pénalités récoltées. Alors dans le chat, on nous dit que c'est vrai que Rajala est transparent et qu'il y a beaucoup de blessés, mais est-ce que ça explique vraiment le rendement, Jonathan, des étrangers du HC Bienne en ce moment? On est complètement à côté. Quand une équipe va pas bien, tu dois pouvoir te fier à certains joueurs, dont surtout tes étrangers. Puis le tableau démontre très bien ce qu'on a vu dans les derniers matchs de Vienne. Rien. Les étrangers sont absents, doivent marquer des buts. Puis je comprends que Rajala, il obtient quand même des points parce que j'ai sa fiche ici, c'est quand même 16 points en 23 matchs. C'est pas catastrophique, mais seulement 5 buts. Il doit marquer plus. Quand un marqueur ne réussit pas à marquer, tu dois le mettre dans des situations pour le faire produire, pour le faire marquer. Pouliot et Rajala, ça fonctionne. De les séparer, oui, ça peut être une idée, ça peut un peu shaker le pommier, essayer de créer quelque chose, mais quoi qu'il en soit, tu dois peut-être les ramener les deux ensemble, leur donner du temps de glace et essayer de les mettre en confiance. On en avait parlé avant les fêtes. Rajala était revenu sur la pointe. On jouait un power play à 5 attaquants. Régis, on en avait parlé durant le Facebook Live. C'était une autre idée. Tu dois être créatif avec tes joueurs quand ils ne fonctionnent pas. Mais quoi qu'il en soit, ces étrangers-là doivent en donner plus au HC Bienne s'ils veulent espérer gagner. Moi, je me demande, Jonathan, si on n'a pas minimisé un tout petit peu le tremblement de terre qu'a constitué le changement d'entraîneur nécessaire, vu la maladie grave d'Antti Tormainen. Et puis, peut-être qu'on a aussi minimisé tout ce qu'il faisait pour cette cohésion d'équipe, pour que chaque joueur soit à sa place, que ça soit adapté à son système. Et puis, peut-être que là, on s'y est mal pris. On pensait que ce serait une continuité avec Lars Leuenberger. On a vu qu'il a changé beaucoup de choses, que ce soit dans le système de jeu, dans l'utilisation des joueurs. Et puis, au final, c'est peut-être pas l'équipe qu'il lui faut pour ça. Mais c'est peut-être pas le bon moment pour le faire non plus, parce que quand on arrive comme ça tard et puis qu'on arrive avec un nouveau système, on peut comprendre que le nouvel entraîneur veuille s'approprier un petit peu la nouvelle équipe, mais Bienne semble toujours un petit peu en train d'essayer d'adopter ce nouveau système. Ça marchait mieux en décembre, et puis là, forcément, il y a toujours beaucoup de blessés, des alignements qui changent, une équipe qui a perdu sa confiance, un Rajala qu'on ne connaît pas, alors qu'il est quand même habitué à notre championnat, et puis voilà où on en est finalement. Mais il y a quelque chose que je trouve intéressant, Régis, tu dis minimiser la perte de Tormanen.
On était les deux à la conférence de presse du HCBN quand on a annoncé le Yann Berger, puis on minimisait vraiment ce changement-là parce qu'on disait ça va être dans la continuité, les deux se connaissent, ils vont se parler, Tormanen va rester. Non, c'est un nouveau coach qui est à la tête du HCBN. Il va mettre, lui, son empreinte sur l'équipe, puis on le voit, et la façon, la gestion qui amène à l'équipe est différente, c'est sûr et certain. Même s'il avait continué le style de jeu préconisé par Tormanen, ce qui n'a pas été le cas, ben, sa façon de gérer les joueurs a quand même été différente. Sa façon de communiquer avec les joueurs aussi. On est en 2020, là, il y a besoin de communication entre les joueurs et les entraîneurs. Peut-être que ça non plus, ça ne passe pas. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui ne passe pas entre le coach et les joueurs. Les gars, non, mais écoutez, si Hilaire était encore dans la cage, on est un peu dur avec le Berger et tout ça, puis on dit qu'il est un peu responsable, une partie de responsabilité là-dedans. Si Hilaire était encore dans la cage à Bienne, messieurs, combien de points Bienne aurait en plus? Regardez juste en début de saison. Et puis, est-ce que le Berger, on serait aussi dur avec le Berger? Peut-être pas, parce que si tu rajoutes 5-6 points à la saison de Bienne, forcément que Bienne est déjà aux alentours de la 5e place, peut-être 4-5e. Donc, c'est ça. Donc, ça ne serait pas aussi dur. Mais quand même, dans le jeu produit, c'est clair qu'on va plus faire du forechecking agressif du côté du HCBN, mais on n'a peut-être pas l'équipe à disposition pour le faire. Et même l'équipe au complet, je parle. Si on voit dans le chat aussi les commentaires des supporters du HCBN, il n'y a pas beaucoup qui sont en grande confiance. Ils ont un petit peu le moral en berne comme le jeu du HCBN en ce moment. Puis on nous demande, Stéphane, donner aussi notre avis sur ce qui fait un petit peu la news depuis hier, l'annonce d'un média alémanique, d'un trade entre Davos et Bienne, de savoir un petit peu ce que tu en penses. Ben, moi, je pense que c'est bien. Je pense qu'on s'en va vers plus de trades. Écoutez, faites l'historique un peu des trades qu'on a eus. En général, les trades, c'est parce qu'un joueur est malheureux, un joueur est en partance, et puis qu'il ne remplit plus les critères. Ça ne va pas avec l'entraîneur, il ne remplit plus les critères. Donc, souvent, c'est win-win. Tout le monde est gagnant là-dedans. Nussbaumer, on le voit, il est malheureux. De toute façon, il s'en va à Davos. Donc, ça énerve aussi, que le gars a déjà signé, etc. Tu nous résumes peut-être le trade en entier avant d'en discuter. Peut-être qu'est-ce que ça concerne? Ça concerne Nussbaumer et Ulström qui prendraient la direction de Davos, et puis Lindgren qui est devenu indésirable à Davos et en méforme, avec Lucas Ischier qui prendrait la direction de Bienne. Écoutez, Ulström est venu pour une bouchée de pain, est peut-être un peu malheureux, ça ne fonctionne peut-être pas que l'entraîneur a été blessé. Lui, il a besoin de changer d'air. Donc, puis à Bienne, on n'est pas trop content de ses prestations. Donc, on vient de s'en débarrasser. Nussbaumer, il ne part de toute façon l'année prochaine. Donc, puis c'est un jeune qui est visiblement malheureux cette année. Donc, vas-y maintenant, mon grand, vas-y, c'est parfait. Donc, on vient à Bienne. On n'a rien perdu, en fait, parce qu'on a perdu plus ou moins deux malheureux ou un malheureux et un gars qui ne produit pas. Lindgren, malheureux, c'est la pomme pourrie dans le vestiaire, semble-t-il. On sait qu'à Davos, je le répète, il y a eu des histoires de salaire. On fait beaucoup de focus sur Lausanne qui a refusé les baisses de salaire, mais à Davos, il y a beaucoup de joueurs qui ont monté aux barricades avec ces baisses de salaire. Et Lindgren en serait un d'eux. On a vu son attitude sur la glace. Il n'est même pas l'ombre de lui-même cette année. C'est une pomme pourrie dans le vestiaire. On veut s'en débarrasser. On veut se débarrasser en plus d'un bon salaire parce que Lindgren est un joueur d'étranger bien payé dans cette ligue, à juste titre parce que c'est un excellent joueur de hockey. Puis Ischier, on sait qu'il est en partance. On ne veut pas le garder. À Davos, on veut faire du ménage ou on veut repartir à zéro. On veut reconstruire avec des jeunes, avec Prassel, avec Simic, etc. Ischier est un gars qui commande, je pense, un salaire intéressant ou commandera un salaire intéressant cette année. Donc, on fait une pierre deux coups. On se débarrasse des gars qui coûtent cher puis de gars qui ou bien sont malheureux ou bien veulent partir. Donc, moi, je pense que c'est win-win pour tout le monde. Est-ce que c'est win-win, win-win-win finalement, Régis, ce transfert? 4 fois win. Alors, je ne sais pas si c'est 4 fois win. Moi, ce que je demande à voir, c'est quel joueur on va voir avec un autre maillot. Parce que si le Lindgren que l'on voit à Bienne est celui qu'on a vu depuis le début de la saison à Davos, ce n'est pas une grosse affaire pour le HC Bienne et autant garder 5 étrangers sous contrat aujourd'hui. Voilà comment je clarifierais les choses avec Lindgren. Avec Ulström, je pense que le constat il peut être un peu identique. Le problème d'Ulström, moi j'avais quand même entendu dire que sa blessure l'avait commotion, pour être un peu plus précis, l'avait bien handicapé et puis que c'est ce qui avait fait aussi qu'il avait eu beaucoup de soucis depuis qu'il a repris la glace. Après, Nussbaumer,
grosso modo, il n'existe pas pour le Leuenberger, ou à peu près. Enfin, je veux dire, il est complètement négligé. Il est 13e, 14e attaquant. Il s'en fout. Donc, il peut que avoir du mieux avec un club qui va lui faire une confiance. Il connaît Volven en plus. Et Volven, il sait exactement ce qu'il peut attendre de lui. Je suis sûr qu'il va le bonifier. J'ai vraiment aucun doute à ce niveau-là. Puis, Ischier, il a encore jamais vraiment explosé, quoi. J'ai regardé un petit peu ses statistiques en saison régulière. L'année passée, 18 points. C'est son meilleur score. C'est quand même pas Nico Ischier. Le frère a de loin pas le même talent. On n'est pas dans la même catégorie. Mais je pense que dans le jeu du HC Bienne, il ne peut pas faire de tort. Il va de toute façon être une pièce plus importante que l'est Nussbaumer. Donc, si je fais le résultat des courses, moi, je vois aussi que des gagnants. Après, il y a un aspect pécunier que on ne maîtrise pas tout. Là, je peux vous on dire va laisser aux spécialistes Steininger et Raffiner de discuter sérieusement. Il y a peut-être des compensations, peut-être chacun assume les salaires jusqu'à la fin de l'année, j'en sais rien, mais si chacun reprend les salaires de l'autre. N'oubliez pas, en Suisse, quand il y a des échanges, les joueurs peuvent renégocier. Donc, on parle d'une reconduction de contrat automatique pour Ischier, etc. Mais actuellement, Lindgren, je peux vous dire que si vous faites le total de ce que coûte Ulstrom et Nussbaumer vis-à-vis des autres, là, il y a plusieurs centaines de milliers de francs de différence. Là, je sais bien, à trouver des moyens, je ne sais pas, un sponsor peut-être, encore une fois, quelque chose comme ça. On est en période Covid, on est en période Covid, on doit économiser, où on en est. On a beaucoup de joueurs à l'assurance, on se sert de ça, mais bon. Bref. Mais les gars, avant d'analyser tout ça, là, oui, quand il y a une transaction, là, pour l'instant, elle n'est pas encore confirmée. Là. Quand elle sera confirmée, on fera un win-win-win-win-win. Mais à la fin de la saison, on va vraiment évaluer tout ça parce qu'il faudra être prudent sur les premières évaluations de cet échange parce qu'on va se le dire, Nussbaumer va arriver au HC Davos, peut-être jouer sur le deuxième bloc. Même chose pour Ulstrom, on va le mettre dans des bonnes conditions. Ischier et Lindgren, même chose. On veut, parce qu'on vient d'aller les chercher, donc on veut faire avoir l'air intelligent avec ces gars-là, on veut les mettre dans le meilleur environnement possible. Ils vont produire tout de suite, c'est inévitable. Mais c'est deux équipes qui n'ont rien à perdre avec des joueurs qui savent de toute façon qu'ils vont perdre à la fin de la saison ou qui ne veulent plus dans leur équipe en ce moment. Donc ça, oui, c'est win sur toute la ligne, mais ce sera à la fin de la saison qu'on saura. Il y a Gaël Demière dans le chat qui nous dit que la connexion est vite faite pour relancer Rayala. On met un autre Finlandais au centre, il s'appelle Perttu Lindgren et ça fonctionne avec merveille. Est-ce que vous voyez ça comme ça aussi, Régis? Ouais, alors c'est vrai que je n'avais pas encore relié tous les points, mais là, je peux que être d'accord avec ça. C'est en tout cas une tentative que je ferai volontiers, peut-être même dès demain soir, si le trade se fait dans la journée comme on nous l'a promis. Mais on a l'impression, pour revenir peut-être à Lars Leuenberger et un petit peu plus tôt dans notre discussion, que les joueurs jouent contre lui, qu'ils en ont peut-être marre de son système et puis qu'on essaie de faire passer un message. Je sais pas, parce que là, ça fonctionne quand même pas. Il y a eu un commentaire comme ça dans le chat qui nous disait que c'est ce que les joueurs laissaient finalement ressortir un petit peu. Mais moi, il y a des choses quand même qui font penser que tout le monde n'est pas aligné dans la même direction. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu Kevin Fay qui disait il y a des joueurs, on peut leur dire une fois les choses, ils les font bien. Il y en a d'autres, on leur dit tous les jours de faire autrement et ils ne changent jamais les choses. À un moment donné, on peut quand même se demander si tout le monde est vraiment en train de regarder dans la même direction. Mais de là à dire qu'il joue contre, ça me paraît être quand même trop fort. Je veux dire, le HCB n'est pas en faillite totale actuellement dans ce qu'il joue. On l'a dit, quand on commence à perdre et puis qu'on ne joue pas bien, Régis, il faut toujours finalement une tête à bourreau finalement. Et puis l'entraîneur, il est souvent désigné. À cibler toujours. Quand ça va mal, c'est toujours l'entraîneur. C'est facile. C'est toujours facile, mais en même temps, quand tu joues, là, les gars ont des contrats, ont des statistiques personnelles. Ils sont une équipe aussi, là, mine de rien. Ils regardent sur le banc, ils vont jouer en pré-playoff. Ils veulent gagner. Tu ne joues jamais pour perdre, puis tu ne joues jamais contre ton entraîneur parce que même si tu ne l'aimes pas, même si tu n'aimes pas la façon dont il coach ou le système de jeu qu'il te donne et tout, tu as un rôle à faire, tu as un boulot à faire. Dans la vie de tous les jours, les gens n'aimeront pas toujours leur patron, mais tu as un boulot à faire, puis il faut que tu le fasses quand même. Puis je pense que ça reste des professionnels. Et les joueurs se plaignent volontiers aussi à qui veulent l'entendre. Quand ça ne va pas, oui. Tu sais, les joueurs, ils sont comme ça, ils se déchargent sur l'entraîneur, etc. Et Leuenberger, moi, j'aime bien le style de jeu qu'il pratique. Je trouve que c'est un style de jeu beaucoup plus attractif. Alors maintenant, est-ce que c'est le bon pour ces joueurs-là? J'en sais rien, mais je le rappelle, je reviens à la charge avec ça. Si moi, je suis le Leuenberger, puis j'ai fait une face à des gens qui disent « Ah, tu es moins bon que Tormainen, etc. » Je veux dire, moi, je n'ai pas la même équipe que Tormainen. D'abord, je n'ai pas le même gardien. Hein? Et puis, j'ai Pouliot qui a une an de plus qui est blessé au genou. Ça change beaucoup de choses. Tu es aussi bon que le gardien que tu as devant toi souvent. Hein?
Allez, messieurs, assez parlé de bien, on va suivre ce trade avec impatience. Il y a aussi Jonathan Heger qui nous dit que finalement, il y a plusieurs messages dans notre chat de marabouts qui proposent leur service, donc ça pourrait peut-être servir au HC bien. Nous, on passe à l'actualité de Fribourg-Gotteron. Les Dragons qui ont gagné tout d'abord mardi, si on résume la semaine, 4-1 justement contre ce HC Bienne, et ont ensuite perdu les 2 matchs de leur week-end, double confrontation contre le leader, le FV Zug, défaite 6-3 d'abord à la Bossard Arena, 3-2 hier à la BCF Arena. Fribourg, qui joue le haut du classement depuis le début de la saison, avait eu un calendrier, Stéphane, tu nous l'avais déjà dit, quand même assez en leur faveur. Là, le mois de janvier, c'est du lourd, c'est du solide, on joue contre Zug. On a 2 défaites. Où on se situe finalement pour les hommes de Dubé? Je pense que ça doit se commencer à se poser des questions. Il y a eu très peu de faux pas contre les équipes derrière au classement. On a vu, ils ont pas peur contre Rapperswil et Ambry. Ils ont fait carton plein contre les équipes les plus mal classées. Donc ça, c'est bien. Par contre, les équipes du haut, sur une possibilité de 24 points jusqu'à maintenant, je prends les meilleures équipes, c'est 4 points. C'est une victoire contre Lausanne, alors qu'ils ont été largement dominés sur ce match-là, il faut l'avouer. Et puis, il y a un grand gardien qui fait partie de l'équipe. Et puis, 1 point acquis contre Genève. À part ça, contre Genève, Zug, Zurich et Lausanne, messieurs, c'est 4 points sur 24. Donc, il y a quand même une tendance. Il n'y a pas de hasard. Et moi, j'ai vu le match de vendredi. Hier, j'étais à Bienne, donc je n'ai pas vu le match d'hier encore. Je vais regarder un petit peu rapidement aujourd'hui, mais vendredi, au premier tiers, c'est 5-0 pour Zug. Après le premier tiers, c'est 5-0 pour Zug. Il n'y a rien à dire. Ils étaient complètement débordés. Ils ont eu 5 tirs au but, 2 chances de marquer Fribourg. Ils la mettent 2 fois au fond. Super tir de Motet, super action de Di Domenico. À part ça, circuler, il n'y a rien à voir. Ils n'étaient même pas proches de Zug au premier tiers, débordés. Et après ça s'est équilibré un peu sur l'ensemble du match parce qu'on a limité les dégâts. Mais Fribourg est une très bonne équipe. J'aime beaucoup ce que je vois d'eux cette année. Sauf que quand ils jouent contre les bonnes équipes de la Ligue, quand ça vient très vite, j'ai regardé Genève jeudi, j'étais à Genève contre Lugano. Genève va vite, c'est des trains à l'attaque, ça arrive avec beaucoup de vitesse. Lausanne joue très, très vite à l'attaque, beaucoup de vitesse à l'entrée de zone. Zurich et Zug jouent très, très vite. Quand ils jouent contre ces équipes-là, c'est évident qu'on manque de mobilité en défense. Je l'ai dit au début de l'année, et c'est criant. Quand on fait face à des équipes offensives, on a de la peine. On a de la peine. C'est criant. Le gap est quand même pas si important que ça. Parce que oui, à la Bossard Arena, ça a été compliqué dans les 20 premières minutes de jeu. Mais dimanche, pour avoir vu le match, au niveau des statistiques de tir, 35-19 pour Fribourg, il y a vraiment le moyen de tourner ce match différemment face à une équipe de Zug. C'est vrai que dans le back-to-back, c'est différent. Et Régis, finalement, ce que doit se dire Fribourg, c'est qu'il faudrait pouvoir signer ce genre de victoire référence contre ces équipes qui les accompagnent dans le top 5 de ce championnat pour vraiment montrer de quoi est fait l'effectif de cette saison 2021, finalement. Alors, je rejoins en bonne partie Stéphane par rapport aux difficultés aux équipes de pointe, difficultés que rencontre Gotteron. Je dirais quand même que la Zug, ils sont dans un trend incroyable. Ils n'ont plus perdu un match sans marquer de points depuis 1 mois, quoi. Il n'y a que Davos qui a réussi à les battre une fois au pénalty ou une fois en prolongation. Donc, voilà, ils ont perdu sur le fil, mais ils ont marqué des points. Ils sont vraiment dans une forme et tout le monde actuellement se frotte à Zug et voit de quoi maintenant cette équipe de Tangnes est capable. C'est vraiment du lourd ce qu'elle propose. Donc, je relativiserai un tout petit peu ce propos par rapport à Fribourg. L'aspect mobilité, l'aspect défensif fribourgeoise, on l'a souvent évoqué et je crois qu'on ne va pas les changer comme ça. Il y a encore un petit facteur qui a joué, c'est que pour une fois, Berra n'a pas été, j'ai envie de dire, monstrueux. Il l'est tellement souvent que quand il ne l'est pas, on a presque tendance à le croire qu'il est pas bien. Mais des fois, il est humain, tout simplement. Exact. Ouais. C'est ce que Gaëtan Grossrider nous dit dans le commentaire, c'est que Berra a été ordinaire. Il faudra un grand Berra pour aller même fêter le titre, nous dit-il. Mais Jonathan, suis ma logique. Si Fribourg cale, on va dire même toute la saison, contre les 4 équipes qui l'accompagnent dans le top 5, mais est impeccable contre les 7 autres équipes, ils sont 4-5e du championnat facile quand même. Et puis par rapport à ce qu'ils ont fait la saison dernière, je crois qu'ils peuvent quand même être très contents de terminer à cette place-là. Non, mais c'est sûr que c'est une meilleure saison que l'année dernière. Ouais. Toute l'équipe est meilleure que l'année dernière de toute façon. Puis on voit un Kylian Motet qui est hallucinant depuis le début de la saison, marque des buts. Il y a une belle chimie. On évite les blessés aussi du côté de Fribourg. Ça, on est chanceux. Et on a un Reto Berra. Et même si on cale contre les 4 meilleures équipes du championnat toute la saison, puis qu'on a des difficultés, mais qu'on finit 4e ou 5e,
parce qu'on amasse quand même beaucoup de points contre le reste du tableau, ben, au final, on affronte une équipe moins forte en première ronde, puis on ne sait pas ce qui va se passer parce que tu as Reto Berra devant le filet, messieurs. Quand tu as un gardien de la trempe de Reto Berra devant le filet, tu ne sais jamais ce qui peut se passer, puis il le prouve parce qu'il donne toujours une chance à Fribourg de gagner. Oui, il a été un peu moins bon ce week-end. Oui, il n'a pas été exceptionnel, mais il est humain. Des mauvaises sorties, ça va y arriver. Mais par contre, il a donné des points. On en a parlé. Où est-ce que serait bien s'il y avait encore Hilaire devant le filet? Ben, c'est la même chose pour Fribourg. Où serait Fribourg sans Berra devant le filet? Parce qu'il est bombardé soir après soir, mais il fait les arrêts, puis il donne confiance à ses joueurs. Et quand tu sais que tu as un Reto Berra derrière toi, là, tu joues avec quelques livres en moins sur le dos. C'est drôle parce qu'on n'a jamais eu autant des résultats autant significatifs. Moi, on était persuadé en début de saison que Fribourg n'est pas une équipe du top 4, mais fait partie du ventre mou. Ben, c'est exactement ça. C'est tellement systématique ce qui se passe. Ils battent les équipes en bas d'eux, qu'on pensait plus ou moins derrière eux, et puis ils perdent contre les équipes qu'on pensait devant eux. Ils semblent évidemment plus fortes qu'eux. Donc, Fribourg fait une belle saison, évident, mais Fribourg est à sa place. C'est une équipe qui n'est pas vraiment top 3-4, qui n'est pas dans les derniers, mais qui va finir là où elle est, c'est-à-dire dans le ventre mou, 5-6, quelque chose comme ça. Mais c'est systématique, et c'est rare qu'on voit ça tout de même, mais les choses vont s'équilibrer. Là. Ils vont perdre des matchs qu'ils devraient gagner, mais ils les vont finir points par gagner. qui sont déjà pris, Stéphane, ne sont plus à remettre en jeu, donc Fribourg les a déjà. Je ne sais pas si notre réalisateur nous a montré aussi le super but de Di Domenico inscrit, c'était vendredi contre Zug aussi, hein, on peut le voir ou le revoir même si vous voulez. Enfin, Régis, il y a quand même certains artisans qui se font plaisir. Valzer a aussi été d'un très beau but hier, mais Di Domenico, là, c'est un début de l'année qui nous a inscrit. Ouais, là, il est en train de prouver que c'était quand même un transfert parfaitement réussi pour Christian Dubé. Hein. Moi-même, j'étais chez les sceptiques, je l'avoue, parce que j'appréciais pas toujours son comportement. Et c'est vrai que je l'ai vu tellement de fois gueuler, il n'y a pas d'autre mot pour le dire, être limite indécent vis-à-vis des arbitres et tout. Mais je crois quand même que là, faut donner crédit, il faut aussi savoir reconnaître quand on a. Et Di Domenico, s'il joue quasiment tous les matchs de championnat, je crois que les rares matchs où il n'a pas été titularisé, c'était surtout en coupe où on a profité de le laisser un peu sur le repos. Mais sinon, il a vraiment sa place et il amène énormément. Moi, j'aime beaucoup cet aspect caractère que Di Domenico a. Oui, parfois, ça le sort un peu de son match. Oui, parfois, c'est trop. Puis moi, Steph, je n'ai pas été arbitre, donc je n'ai jamais eu à l'arbitrer ou à avoir faire face à tout ça. Mais mine de rien, j'aime quand même l'émotion qui amène au match. Et des buts comme on vient de voir au ralenti, là, c'est le genre de ce que Di Domenico peut amener. C'est un joueur avec beaucoup de caractère, avec beaucoup, beaucoup d'habileté aussi. Puis on parlait de Malguin qui lui manquait une taille pour être en NHL. Ben, c'est la même chose pour Di Domenico. C'est un joueur avec énormément de talent. Un joueur qui domine notre championnat. Puis moi, j'adore cette acquisition-là de Fribourg. Bien sûr, on va avancer, mais encore un mot sur un des commentaires que je trouve intéressant de Simon Misitrano qui nous dit que finalement, il n'y aura peut-être pas toujours 6, 7, 8, 9 buts dans ce qu'on voit dans certains scénarios de matchs en saison régulière lors des playoffs aussi. Ça va se resserrer et qu'il y a toujours l'espace pour des surprises dans ces playoffs. Et c'est vrai que la vérité d'aujourd'hui, Stéphane, n'est pas la vérité de celle des playoffs. Donc on peut faire les théories qu'on veut sur Fribourg-Gotteron aujourd'hui. Ils sont capables de nous surprendre en bien comme en mal. Ben, évidemment, les playoffs, on l'a toujours dit, c'est une nouvelle saison. Mais là où ils peuvent être redoutables en playoffs, c'est qu'ils peuvent compter sur un gardien qui peut voler une série. Sur une série de 7 matchs, le gars, il peut danser sur la tête, arrêter tout. Et puis lui, il peut te voler une série. Contrairement à Bienne, à mon avis, avec les gardiens qu'ils ont, sur 7 matchs, ils peuvent voler un match, mais pas une série. Mais Berra peut voler une série à lui tout seul. Et c'est une équipe, on le répète, ce qu'on dit, c'est un constat qu'on fait. Fribourg fait une belle saison, c'est intéressant, est en progression. Et on annonce même j'entends de plus en plus dans le milieu des gens qui me disent que Fribourg veut aller all-in dans les prochaines années, veut viser le titre. Intéressant quand même, parce que là, Fribourg aura une nouvelle patinoire avec des revenus. Ça sera une équipe qui pourra payer un budget en hausse, payer des bons contrats. Et on peut se réjouir qu'en Suisse romande, on aura une équipe en plus qui pourra jouer les hauts de tableau et viser le titre. Si on ne le dit pas, Stéphane, si on ne le dit pas avec une nouvelle patinoire et puis des ambitions quand même revues à la hausse, c'est qu'on ne va pas dans la bonne direction avec Fribourg. Le discours, pour moi, il est tout à fait logique.
J'espère. Est-ce que, la question est de savoir 2 ans, est-ce que c'est pas un peu trop rapide? C'est là toute la question. Berra n'a pas encore 10 ans devant lui. 2-3 ans peut-être. Diaz, 2-3 ans, si Diaz, ça se confirme. Mais là, il faudrait qu'il fasse des changements rapidement parce qu'il y a quand même à certains postes clés, si on veut viser le titre, il faut quand même aller une petite coche. Merci Stéphane. La transition est toute trouvée pour parler de changement. Eh bien, ça pourrait peut-être être un des thèmes de discussion de ces prochaines semaines parce qu'il y a David Desharnais qui s'est allé laisser un petit peu discuter sur un podcast canadien de dire que finalement, il était ravi d'être venu en Suisse pour jouer, qu'il avait toujours autant de plaisir à jouer au hockey sur glace, mais qu'il ne vivait quand même pas particulièrement super bien ces matchs à huis clos, la situation du Covid actuelle, et puis que ça, Jonathan, ça pesait quand même sur son moral et peut-être qu'il pourrait éventuellement envisager de terminer sa carrière à 34 ans en fin de saison. Oui, il dit qu'il y réfléchit. Écoute, moi, ça me fait beaucoup penser à Maxime Lapierre qui a pris sa retraite il y a quelques semaines à peine, juste avant de commencer la saison en Allemagne, un peu pour les mêmes raisons. C'est difficile pour les gars d'arriver ici, soit que tu joues pas. Huis clos, c'est sûr que c'est pas la réalité qu'on connaît habituellement pour jouer au hockey. Puis là, en plus, il se retrouve dans un appartement avec sa famille. Il y a 2 enfants, sa copine qui est québécoise aussi, qui est avec lui, qui, elle... Elles ne sont pas faciles, les Québécoises. On le sait, moi, puis toi, Joe. Hein? Non, c'est pas toujours facile. non, mais blague à part. C'est sûr que c'est difficile pour la petite famille parce que quand tu tombes en quarantaine, Fribourg, ça fait quoi, 2 fois qu'ils sont en quarantaine depuis le début de la saison, mais tu es confiné avec ta famille. C'est pas la réalité de l'Amérique du Nord où est-ce que tu as ton grand terrain, où est-ce que tu as le jardin, où est-ce que tu peux sortir à l'extérieur et t'aérer un peu l'esprit. Là, tu es confiné dans un appartement, c'est difficile. Sa copine n'a pas de boulot non plus, donc la semaine avec tout qui est fermé et tout. Mais en même temps, il vivrait la même chose au Canada. Puis ça, il faut relativiser les choses. Je pense que dans une discussion comme ça allait. Et il réfléchit à son avenir. C'est normal, il y a 34 ans. Non, Jonathan, regardez, avant de revenir à toi, Régis, parce que c'est toi qui vas répondre à cette question, je partage parfaitement l'avis de Simon dans le chat. Finalement, à écouter Jonathan, puis à écouter ce podcast, le seul problème, c'est que Desharnais se retrouve un petit peu confiné dans un espace trop restreint dans son appartement. Donc, on lui donne une maison, on lui donne un chalet en Gruyère, comme dit Simon, château. Et puis il signe 2 ans. Non. Je me permets quand même là de m'exprimer parce que, franchement, si c'est ça la raison qu'il quitte le Fribourg et qu'il arrête sa carrière parce qu'il a un trop petit appart à Fribourg, mais c'est quoi là? Je pense pas que c'est une question de grandeur d'appartement ou de jardin. Je pense que c'est une décision familiale. Je pense que les deux ensemble avec la famille se disent: est-ce que ça vaut le coup de rester si la prochaine saison ressemble à ça? Si la prochaine saison, c'est quarantaine par-dessus quarantaine, confinement à l'appartement avec les 2 enfants, tout ça, est-ce qu'on veut ça ou on retourne avec la famille au Québec, puis qu'on vit ça avec notre famille, on vit ça avec dans notre grande maison? Je pense que c'est un peu plus une décision familiale que d'appartement en tant que tel à Fribourg. C'est sûr qu'il peut avoir une maison, puis le château à Gruyère, ça, il peut avoir ce qu'il veut. Mais après, je pense que c'est quand même une décision qui se prend en famille, rendue où il est dans sa carrière. En tout cas, une chose est sûre, c'est que hier, quelqu'un allait commenter Fribourg. Je lui ai dit, si tu croises Raphaël Berger, tu lui poseras quand même la question de savoir si ça a été une thématique abordée. Jean-Philippe a vu Raphaël Berger, lui a posé la question. Raphaël Berger lui a dit: jamais il est venu en parler pour changer d'appartement, pour déménager et tout. Donc, c'est pour ça que je suis à la fois surpris qu'on puisse avancer ça comme argument. Et voilà. Moi, je pense qu'il a parlé avec ses potes, parce que c'est ses potes, là, Lapierre, etc., au Canada. Il s'est senti libre, puis tout à coup, il a pensé à voix haute, puis il a réfléchi, etc. Puis je pense que c'est un coup de... C'est une tempête dans un verre d'eau. Le gars, il a juste réfléchi à voix haute, et puis voilà. Est-ce que c'est pas aussi pour mieux re-signer, Stéphane? Pardon? C'est pas pour mieux re-signer, peut-être? Non, je pense pas qu'il veut négocier. Il n'a pas besoin. Écoutez, il a quand même gagné plusieurs millions à NHL. Ce n'est pas 200-300 000 qui va faire la différence. Ou si on y ajoute 50 000 de plus, il n'est pas là. Comme dit Joe, il arrive à un âge où il prend des décisions sur des bases différentes. Plus l'argent, plus le domaine sportif, sur le domaine familial, etc. Les enfants grandissent, en âge d'aller à l'école. Il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Je pense qu'il a simplement pensé à voix haute, puis il s'est dit, peut-être que voilà. Puis... Alors, la question autrement, Stéphane, Est-ce que finalement, le départ de Desharnais, possible,
Ça aiderait ou ça compliquerait le travail de Dubé en vue de la saison prochaine? Parce que 5 étrangers sous contrat, toujours le cas Brodin. Et puis, on a presque envie de se dire que si Brodin reste, parce qu'il peut faire valoir son contrat, eh bien, il faudra faire un choix entre Stolberg et Desharnais. C'est ça. Peut-être ça y enlève une épine du pied aussi. Écoutez, Oui, David mais qui Desharnais, au centre, Stéphane? Qui au ils vont en centre? trouver un étranger. Domenico, c'est un joueur de centre naturel quand même. Je veux dire, il va trouver un joueur de centre sur le marché des transferts au niveau international. Si vous prenez l'argent qu'il donne à Desharnais, qui a même un bon contrat, vous le mettez sur un étranger, vous allez avoir un étranger de qualité. Mais ça veut dire que tu repars avec 5 étrangers la saison prochaine, alors? Mais ce qui est dommage... Moi, je pense que Brodin va lever les feutres, à mon avis. Mais moi, ce que je trouverais dommage de la perte de Desharnais, c'est pour un gars comme Kylian Monet. Parce qu'il y a une chimie qui s'installe entre les deux. Les deux parlent français. Ça aide, mine de rien. Moi, je suis allé faire un tournage une fois. J'étais dans le vestiaire de Fribourg. Puis Desharnais est entouré avec Sprunger. Il parle français, mine de rien. Il y a tout de suite une connexion qui se fait. Ça aide. Puis, pour revenir à l'histoire familiale de Desharnais, quand il est revenu en Europe, là, il a mis le cap sur la KHL, puis il a détesté ça à cause des longs voyages et tout. Il était loin de la famille parce que, mine de rien, quand il jouait à NHL, il n'y avait pas encore ses enfants. Là, il joue avec des enfants. Donc, c'est sûr que pour un gars, pour un athlète, son argent est déjà fait, lui, de toute façon. Là, il va vivre très bien avec ce qu'il a fait en NHL. Mais mine de rien, là, les réflexions sont... Oui, je suis encore capable de jouer, mais est-ce que je veux jouer encore? C'est des décisions familiales qui doivent prendre. Messieurs, on a compris, on va suivre ça avec intérêt. On demandera peut-être une nouvelle fois l'avis à tête reposée de David Desharnais un de ces prochains jours pour savoir s'il pense toujours la même chose. On avance parce que le temps passe. On passe maintenant à l'actualité de Genève Servette. Des Genevois que nous allons évoquer en dernier dans ces clubs romans parce que tout va bien à nouveau au bout du lac. 100% de victoire en 2021, festival offensif, aucun point égaré. Bref, on a retrouvé l'équipe du début de saison. Et dans cette finalement perspective, eh bien, on va lancer une nouvelle rubrique dans Overtime. C'est le joueur de la semaine. Et je crois qu'il est genevois, messieurs, et qu'on va être difficilement trouver des avis de désaccord parce que c'est Daniel Winnick. On peut revoir un de ses buts inscrits. Il est l'homme en feu, Régis, du moment. Est-ce qu'on a retrouvé le grand Daniel Winnick en 2021? Alors, je ne sais pas si on a retrouvé le grand Daniel Winnick, mais en tout cas, c'est un très grand Daniel Winnick. 11 points en 5 matchs. Bon, si on prend que 2021, c'est 4 matchs et 10 points. Donc, il est vraiment au top. Comme si ce brassage des lignes opéré par Patémon lui avait tout simplement reboosté, lui avait donné une nouvelle énergie, il avait retrouvé sa place. Donc, oui, c'est du tout grand. Après, est-ce que ça va être durable ou pas? Je ne suis pas devin. Il a quand même connu une saison vraiment compliquée jusque-là. Là, je parlais de ses 11 points, mais depuis, je pense, de tête, je dirais c'était 8 points depuis le début du championnat. Puis tout d'un coup, il est passé à 11 en 5 matchs. Mais... Il vient d'être impliqué sur 50% des buts de Genève, puis il a fait 50% de ses points. Donc, tu as entièrement raison, Régis, là-dessus. Mais finalement, est-ce que c'est ce brassage de lignes, Stéphane, qui a rendu Genève de nouveau si beau à voir jouer et si efficace? On vient quand même de mettre 22 buts en 4 matchs. Quand même. Ouais, Patémon, on passe pour un génie, là. C'est toujours le directeur qui doit se dire pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Mais écoutez, moi, je pense qu'à Genève, il y a un petit phénomène. J'en ai parlé, vous allez me dire que je reviens toujours avec ça, mais on a intégré, il y avait une chimie dans cette équipe-là l'année passée. On a intégré des nouveaux joueurs. Moi et Vermin, qui sont des joueurs discrets. Mais on a surtout intégré une grande superstar, une grande vedette avec un négro démesuré comme ça, qui a des tendances à être assez individualiste, et Linus Ullmark. En début d'année, tout le monde n'en avait que pour Linus Ullmark. Le coach compris, il était sur tous les bons coups. Le gars, il reste sur la glace le temps qu'il veut, il faisait ce qu'il veut et sur son propre programme. J'entends de joueurs de Genève, etc., que même à l'entraînement, le gars est sur son propre programme, etc. C'est un gars qui est hyper difficile à gérer. Tant que tout va bien pour lui, c'est bien. Quand ça va moins bien, il fait la baboune. On l'a vu jeudi, je l'ai vu, il attirait ses présences. L'équipe a gagné, mais il n'avait pas de points. Puis on voyait qu'il était frustré, tapait sa canne en revenant. Tu sais, quand tu mènes par 3-4 goals, puis tu viens de rater une chance de marquer, puis tu tapes ta canne en revenant au banc, ça ne fait pas bonne figure. Et je pense que Patémon a arrêté de mettre en avant Linus Ullmark en remaniant ses lignes. On l'avait vu sur la 3e ligne. Après, la 3e peut s'appeler la première, là, évidemment. Là. Mais il a arrêté de mettre Ullmark en avant de tout le monde, avoir un traitement privilégié. Et je pense qu'il y a certains joueurs, Fair et Winnick, entre autres, revivent avec ça. Respire. Et on l'a vu hier. Ullmark n'était pas sur le premier power play et on le voyait sur le banc. Voilà. Mais ça, je pense que ça a un effet positif sur l'équipe globalement. Mais c'est Joe, avant de parler vite de ton avis,
Il y a quand même Quentin Delavie qui nous demande justement si ce brassage est bénéfique, mais je crois qu'on y a répondu. Et puis il nous a parlé du coup d'arrêt de Linus Omark, que l'on peut comprendre avec les explications de Stéphane. Et il nous demande l'avis maintenant de Vermin, Richard et Rod, une ligne qu'on pourrait revoir aussi en équipe de Suisse qui fonctionne très 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 bien en ce moment. Et un Tanner Richard, lui aussi, lui va bien. qui ressuscite. Hein, on l'a encore vu hier, avec une passe incroyable sur le 1-0. Tous ces changements ont apporté quand même beaucoup de satisfaction pour plusieurs joueurs. Alors, est-ce que de mettre un petit peu Omar dans l'ombre et puis de tous les autres dans la lumière, c'est pas finalement la bonne solution? Non, puis pour revenir à ce que Steph a dit juste avant la question, là, c'est le danger de signer un nom. Parce que quand tu signes Linus Omark, tu signes la vedette, la superstar. Le danger, c'est justement de trop le mettre sous le spotlight, de trop vouloir le mettre en avant, de trop vouloir l'utiliser parce que c'est un nom, parce que tu l'as signé, parce que tu veux pas, tu veux le flatter dans le sens du poil. Parfois, ce genre de joueur-là, justement, si tu veux, qui se réveille un peu, si tu veux le saisir, tu dois lui faire passer des messages. Et ces messages-là, c'est peut-être de changer ses compagnons de trio, de l'asseoir une présence de plus sur le banc, d'essayer un peu de lui casser justement ce vedettariat, cette espèce de grosse tête de superstar. Quand il est arrivé ici, là, on remarque qu'il savait que c'était la vedette à Genève et tout ça. Puis il a commencé la saison, tout roulait pour lui. Mais comme n'importe qui, ben, il est humain. Ça, il ne peut pas tenir à 2,5 points par match toute la saison parce qu'on est dans un championnat qui est quand même serré, qui est équilibré. Puis c'est pas non plus Sidney Crosby ou c'est pas Connor McDavid non plus. Là. C'est Linus Omark. Très bon pour notre championnat, mais c'est quand même pas le joueur le meilleur au monde. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Tous les changements ont été payants pour Genève. Mais moi, ce que je retiens surtout des victoires, c'est le caractère. Parce que Genève s'en allait un peu nulle part. À la fin de l'année dernière, là, à la fin de 2020, là, on avait des séquences de défaites. On ne savait pas trop quel était le vrai Genève Servette. Est-ce que c'était celui de début de saison où tout roulait, où tout fonctionnait à fond de train, un peu celui qu'on avait vu l'année dernière, ou si c'était celui qu'on se posait un peu des questions avec des contre-performances ici et là, des séquences de défaites? Contre Lugano, on tire de l'arrière après la première période du premier match. En deuxième période, on a tout écrasé. On a été très dominant. On a marqué des buts. On s'en est même fait refuser un. Puis même chose au deuxième match. On tire encore de l'arrière et on revient et on gagne. Moi, ça montre beaucoup de caractère. Et qui, là-dedans, est le plus dominant? Ben, c'est Daniel Winnick. Daniel Winnick, c'est un joueur avec énormément d'expérience à NHL, avec énormément d'expérience de hockey derrière la cravate. Eric Fehr, même chose. Puis moi, j'aime que ce soit ces gars-là, les leaders de Genève. Les leaders à Genève, c'est pas Linus Omark, c'est les autres vétérans. C'est des Tom Ernest, c'est des Winnick, c'est des Fehr. Omark, c'est la cerise sur le Sunday. Ah, j'aime ça. Mais Régis. Moi, David, j'ai quand même entendu d'autres joueurs qui n'étaient pas spécialement satisfaits du brassage de ligne et pas que Linus Omark. Hein. Donc, il faudra voir aussi un peu dans une plus longue période si ça convient vraiment autant que ça. Je pense qu'actuellement, et moi je l'ai entendu de la bouche de Rod après le match à Rapperswil, il l'a dit à notre micro et j'étais là pour recueillir son sentiment. Il a dit, ça a payé. Ça paye actuellement et là, il faisait référence qu'à un seul match. Il n'a pas dit non plus, c'est forcément la vérité parce qu'il sent bien que certains le vivent pas aussi bien que lui parce qu'il est capitaine et il pense à toute l'équipe et pas que à sa pomme. Parce que s'il parlait que pour lui-même, je pense que ça lui convient très bien la ligne dans laquelle il est. Genève peut peut-être jouer encore un mois comme ça, puis faire un nouveau brassage et puis revenir peut-être avant ou partir. Il n'y a jamais de 100% de joueurs satisfaits dans une équipe. À mon avis, on peut pointer du doigt à Miranda qui joue en quatrième bloc, qui prendrait peut-être volontiers la place de Patry en deuxième ligne aux côtés de Fehr et de Tyler Moy en ce moment. Donc voilà, ça peut être un cas aussi à expliquer. Mais quand on gagne des matchs actuellement, je crois qu'il n'y a vraiment aucune raison pour Patémon de changer tant qu'on continue de jouer de cette manière. Patémon, il a des options. Quand je regardais l'alignement de Bienne dimanche versus l'alignement de Genève, il n'y avait pas photo. Qu'est-ce qu'avait Leuenberger comme option par rapport à Patémon? Il y avait un monde de différence. Et là, il peut remanier. Il y a plusieurs leaders. Avec Vermin, moi, on était chercher de la profondeur. Ria n'était même pas là dimanche. Donc, évidemment, il a misé juste, il a changé, ça a donné la dynamique à son équipe. Jusqu'à la prochaine fois, lorsqu'il y aura un nouveau passage à vide, peut-être qu'il remaniera ses blocs encore une fois. Mais effectivement, il ne fait pas que des heureux, mais je pense qu'il doit être quand même content que l'attaque et puis que c'est malheureux que ces joueurs qui performaient un peu moins pour les raisons que j'ai évoquées
se mettre en avant maintenant, puis qu'on arrête de voir cette hiérarchie où Omar qui est Dieu le Père, et puis les autres ne font que suivre comme des disciples. Steph, je reste vers toi parce qu'il y a encore un sujet de discussion. Il faut prendre aussi le temps d'évoquer la charge de Damien Ria sur Elia Riva qui a conduit à une pénalité de 5+20 pour le joueur de Genève Servette. Tout début de match, 38 secondes, il finit la tête contre la bande. Riva qui est sorti sur civière, qui a passé la nuit à l'hôpital. Ton avis sur cette charge? À moi, premier? Écoutez, elle n'est pas belle. Elle est mauvaise. Il sait que Riva arrive pour prendre la rondelle, puis loupe la rondelle, ce qui fait qu'au lieu de partir vers sa droite, il fait un geste vers la gauche qui le rend vulnérable à un moment précis. Et c'est typiquement à ce moment-là qu'il est frappé par Ria. Mais Ria prend de l'élan pour aller mettre de la pression sur Riva en pensant qu'il va récupérer cette rondelle, puis ça va être probablement un choc épaule à épaule. C'est pas ce qui est arrivé. À mon avis, il est arrivé avec beaucoup de vitesse. Quand il a vu que Riva était vulnérable, il n'a pas ralenti, il n'a pas tenté de le contenir ou d'amoindrir le choc. Il doit assumer les conséquences de ses actes. C'est une très vilaine charge qui n'est pas belle, pas préméditée. Là. C'est pas revanchard, mais c'est arrivé. Beaucoup de vitesse, il n'y a pas à moindre le choc. Et en mettre de la bande. Pour moi, c'est un copier-coller de la charge de Marc Vizère sur Martinson il y a 2 ans, à peu près à la même distance, joueur est vulnérable, pas de ralentissement. Même, je pense que Ria a plus d'élan. Pour toi, maladresse ou grosse sanction à venir contre Damien Ria? Grosse sanction. Grosse sanction. J'espère une grosse sanction. Puis c'est pas parce que Ria est un joueur salaud ou un joueur récidiviste ou quoi que ce soit, mais Ria a quand même la responsabilité d'analyser que Riva est lent. Puis que la mise en échec, il peut la faire, mais avec lui-même en se ralentissant, simplement en mettant en échec, simplement en séparant le joueur de la rondelle, c'est la base d'une mise en échec. Il est allé pour le gros coup, pour faire une bonne mise en échec. Malheureusement, Riva a ralenti. Le timing était mauvais parce qu'au final, tout est une question de timing dans la mise en échec. Peu importe le joueur, le meilleur joueur, le joueur qui frappe le plus dans la ligue, s'il n'y a pas un bon timing, il ne réussira pas à faire une bonne mise en échec. Puis là, le timing était raté. Et c'est à Ria, il voit les numéros, tu ne frappes pas comme ça. Tu ralentis, tu vois les numéros, tu le sais. C'est sa responsabilité. Et tu dois passer un message. Comme ligue, les suspensions, ça doit être des messages que tu passes aux autres joueurs. Ne faites plus ça. Si tu donnes une suspension comme pour embellishment, ben c'est ridicule. Parce que là, les joueurs vont se dire, on simule une faute ou on frappe comme ça par derrière, même sanction. Non, tu dois absolument être franc. C'est un minimum pour moi de 5 matchs. Parce que c'est une charge dangereuse. Puis Riva est chanceux, entre guillemets, que tous ses membres fonctionnent, que tout aille bien. Parce que la façon dont il rentre dans la bande, tu vois son cou qui casse comme ça, c'est affreux. Ça aurait pu être très, très dangereux pour la santé du joueur. Tu dois avoir un minimum de 5 matchs de suspension. Un minimum, je dis bien. Moi, je te trouve un peu dur. Moi, je plaide plus pour la maladresse, le fait qu'il ne s'attendait pas du tout à ce que Riva se mette dans une position aussi vulnérable à la dernière seconde. Je pense que Damien Ria, il a pas vraiment des antécédents. On le voit après cette charge. Il est tout désolé le long de la bande et il n'est pas du genre à dire je m'en fiche, moi j'ai fait mon job, au revoir. Moi, à titre personnel, je pense qu'on pourrait se contenter de 3 matchs et je pourrais vivre avec ça très bien parce que, comme je te dis, c'est pas dans l'ADN du joueur et voilà, j'y trouve des circonstances. Je pense qu'on vient dans l'émotionnel parce que la blessure est impressionnante puis qu'elle aurait été plus grave aussi. Moi, je pense que c'est plus de la maladresse après 38 secondes de jeu. Il n'y a pas encore déjà de contentieux. Il y en a peut-être dans la saison, mais pas là parce qu'il n'y a même pas de début de bagarre. Après cette charge, Ria vient tout de suite s'enquérir des nouvelles d'Elia Riva et tout ça. Donc, moi aussi, en 2 et 3 matchs, ça serait déjà une sanction pour moi assez forte. Et puis, je peux vous dire qu'il a déjà plongé un match en provisionnel, mais qu'on a déjà été surpris, Stéphane, et ça, c'est pas toi qui vas le contredire, des annonces qui ont été faites. Des fois, on n'a aucune façon de gérer vraiment qu'est-ce qui va être décidé. Non, puis même le comprendre. Écoutez, on n'est pas à l'abri de nos surprises. Après, chacun a son feeling. Je comprends le feeling de Régis qui dit que c'est pas un joueur comme ça, puis tata, mais à la fin... voilà. Vous croyez pas, là, les gars?
très concrètement, vous ne pensez pas, on est dans la première minute de jeu, premier chiffre pour Damien Ria. Dans le vestiaire, le coach a dit, les gars, on a joué contre eux hier, on a gagné 7-3, je pense qu'on sera un peu mou, donc vous venez un peu avec de l'intensité, vous y allez, vous chargez. Il sort du vestiaire, il a cette bonne mentalité, et puis il franchit les bornes. Moi, j'analyse ça un peu comme ça. Ben oui, mais il franchit les bornes. Et c'est exactement. Tu as raison, c'est exactement le message du coach. Certain on l'a vu, le match que Lausanne, la première minute, il y a eu Rod, il y a eu. Et c'est comme ça que les coachs ils veulent qu'il sorte. Mais il est allé trop fort. Steph, Quentin Delavie nous rappelle que Vizère, c'était 3 matchs. Et puis la charge était quand même beaucoup moins belle. Exactement. Beaucoup moins belle. Moi, je pense que c'est la même. À quel moment tu excuses les gestes, qu'ils soient volontaires ou non, là, le geste, il est là. Puis si tu excuses puis que tu donnes peu de matchs parce que il n'y avait pas l'intention d'aller le blesser, ça excuse pas le geste. Le geste, il est là. La responsabilité, elle est au joueur qui frappe. Oui, le joueur frappé a une responsabilité aussi, mais Ria rentre trop vite. Ria rentre trop vite, il ralentit pas, il frappe quand même s'il voit les numéros. Il y a une responsabilité quand même. Quand tu es sur la route, entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Si tu fais un accident, tu es responsable. Moi, je pense que Joe n'a pas l'expérience du hockey suisse, puis nous, l'expérience qu'on a depuis des années du jugement du juge, et il est très rationnel. Nous, Régis en premier, sait comment ça fonctionne en Suisse, sait qu'on excuse facilement avec le juge et parfois très souple avec certains trucs. Alors, allons en entre-deux. David dit 2. Régis dit 3, moi je dis 4, Joe dit 5 et plus. Voilà, messieurs, les jeux sont faits, les paris sont ouverts. Ça fait 3 de moyenne et puis on est dans la neutralité suisse. Parfait, messieurs, je vous ai écouté là-dessus. On approche de l'heure d'overtime pour cet épisode numéro 2. On passe au débat. Un débat qui se veut aujourd'hui être celui de la question posée sur notre Facebook hier ce week-end de la Suisse. Doit-elle participer au prochain championnat du monde en Biélorussie? C'est vrai que le Danemark a pris position. C'est ce qui nous fait amener cette discussion de dire que si les mondiaux ont lieu à Minsk, ils n'iront pas. Et puis après, on sait qu'il y a aussi un consensus des fois nordique qui fait que peut-être ce premier pas pourrait être suivi d'autres pays comme la Suède, la Finlande, ce n'est pas encore le cas. Est-ce que la Suisse, Régis, dans la situation actuelle, doit entrevoir le mondial de Minsk comme une priorité absolue, vu la situation surtout politique qu'il y a dans le pays actuellement? Alors, je rêve que la Suisse dise on ne va pas dans ce pays qui est la pire dictature actuellement européenne, qui ne respecte pas les droits de l'homme, qui fait 30 000 prisonniers actuellement juste pour des manifestations. Je rêve qu'on ait les couilles de le dire on n'y va pas, on refuse d'aller dans ce pays. Et je pense que si la Suisse osait faire ça, ce serait magnifique. Mais on n'osera jamais faire ça. En plus, avec Fazel, un président de l'IHF, dont on voit des images qui circulent sur les réseaux sociaux encore aujourd'hui, qui enlace Loukachenko comme si c'était son meilleur pote. Je veux dire, moi je sais que je rêve totalement, quoi. Excusez-moi, j'ai rien bu, j'ai rien fumé, mais en disant ce que je viens de dire maintenant, pas encore. J'hallucine que je suis complètement sur une autre planète en disant on boycotte un championnat du monde là. Et je pense que ça aurait de l'effet. Le Danemark, je ne suis pas sûr que ça pèse beaucoup dans la décision, mais si la Suisse le faisait, là, ça ferait parler. Voilà mon avis. C'est ça le problème, c'est que là, c'est le Danemark, puis même si la Suisse décidait de ne pas y aller, l'IHF fait, bon, OK. Si le Canada, les États-Unis, la Suède, la Russie disaient, non, nous, on n'y va pas, là, ça crée des vagues. Mais là, le problème, c'est que c'est le Danemark. Espérons que les autres vont suivre. Je suis d'avis avec Régis là-dessus. Mais le problème, c'est que tant que tu n'as pas une grande nation de hockey qui suit, ben, c'est un peu comme un coup de vent, cette décision d'y aller ou non, parce qu'on va se le dire, le Danemark, outre faire acte de présence, ce n'est pas une grande force pour ce championnat du monde. Mais est-ce que si toutes les grandes nations suivent le mood et vont finalement à ce championnat du monde, est-ce que la Suisse peut se permettre de le louper? Je ne sais pas. Malgré tes convictions et ta décision, ton point de vue, il y a certainement des sanctions contre ça, on peut le comprendre, hein, il y a des règles qui sont établies, mais est-ce que la Suisse peut se priver d'aller à un mondial et de suivre simplement le Danemark? On va dire que s'ils sont que les deux pays à essayer de montrer l'exemple et qu'ils ne sont pas suivis par les grosses nations. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je constate que le prix Nobel, il est attribué par les Suédois.
Donc, je pense que si les Suédois avaient un petit peu de poigne et puis prenaient leurs responsabilités, eux, ils oseraient dire haut et fort, mais on n'y va pas. Et si la Suède faisait ce genre de pression, on pourrait vraiment avoir un mouvement. Je désespère pas que fin janvier, quand ils se rencontreront, d'après ce que j'ai cru comprendre, 25-26 janvier, ils prennent des décisions à ce niveau-là. Mais voilà quoi. Moi, j'ai vraiment de la peine à comprendre des pays comme la Suède, la Finlande, qui sont des pays, j'ai envie de dire, de paix et de démocratie. Et ouais, je suis un peu dépassé. Moi, je vais aller un peu plus loin. Si les joueurs décidaient, si individuellement les joueurs disaient, c'est en Biélorussie, on voit ce qui se passe, on est en désaccord avec ça, nous, on n'y va pas. S'il y avait un gros nombre de joueurs qui se désistaient, bon, on sait que les joueurs de NHL, ils risquent de ne pas être là parce que la saison va se prolonger. Mais si d'autres avaient un peu le poil au cul et disent non, moi, mais c'est contre mes convictions, je ne suis pas d'accord, je vais envoyer un signal fort, je suis un athlète, je suis quelqu'un de connu, etc. Et les gens écoutent ce que les athlètes disent, les valeurs qu'ils transmettent. Moi, je n'y vais pas. Cette année, si c'est en Biélorussie, j'accepte pas l'invitation de mon équipe Est-ce que ça nationale. s'est déjà vu, ça, Stéphane? Moi, je pense pas. Je pense que c'est vraiment la Ligue, la fédération qui doit donner la ligne conductrice et puis suivre. On a déjà vu dans d'autres sports aussi des matchs qui ont été internationaux, voire des compétitions dans des pays où la situation économique, politique était déstabilisante et puis que la sécurité a été assurée. Donc peut-être que si on nous vend ça comme le fait que le championnat du monde va se faire dans de bonnes conditions sans être perturbé par tout ce qui se passe en dehors, est-ce que finalement, on ne doit pas être comme dans une bulle et puis jouer ce qu'on sait faire de mieux, du hockey sur glace, que ce soit en Biélorussie, en Finlande, en Corée du Nord ou ailleurs, hein? Moi, j'irai pas. Moi, personnellement, j'irai pas. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Je ne comprends pas la fédération. Et la fédération internationale, messieurs, est-ce qu'on peut dire qu'elle a été souvent remise en cause pour des liens avec des milieux plus ou moins honnêtes? En Russie, en Slovaquie. Souvenez-vous de Peter Stachny. Peter Stachny, qui est politicien européen pour la Slovaquie, a dénoncé les liens avec la mafia slovaque concernant la construction de nouvelles patinoires, messieurs. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Peter Stachny, une ancienne vedette de NHL des Nordiques de Québec, qui l'a dénoncé. Il a dénoncé les liens bizarres de la Fédération internationale des relations de René Fazel avec des gens, des dirigeants du hockey slovaque qui construisaient notamment de nouvelles patinoires qui avaient donné des contrats, etc. C'est pas nouveau. Hein? Ça n'a jamais été prouvé, mais c'est pas nouveau. Alors, est-ce que ça vous étonne de voir les accolades de Fazel avec certains dirigeants? Non, mais voilà. On est fort, Régis, quand même en Suisse pour ça, parce qu'on a Sepp Blatter, le Haut-Valaisan pour le foot. On a René Fazel qui ont quand même des contacts comme ça pour représenter. Alors, est-ce que la Suisse peut aller contre ça? Moi, je pense que... je pense que René Fazel, il n'est pas à la tête de la fédération suisse, donc il n'a pas vraiment son mot à dire là-dedans. Et puis, on a le droit on peut pas l'empêcher de fréquenter qui il veut, et puis que lui ferme les yeux sur toutes les exactions possibles et imaginables. Je veux dire, là, on parle de la Biélorussie, mais je veux dire, la Russie de Poutine, elle n'est pas beaucoup mieux. On le sait par maints exemples. Je crois qu'on parle tous des amis de M. Fazel. Hein. D'ailleurs, on parle de lui pour aller en Russie après son séjour à la fédération qui devrait déjà être terminé. Donc, malheureusement, pour l'instant, c'est un personnage incontournable. Il a des fréquentations qui sont, à mon avis, peu recommandables. Voilà ce que j'ai envie de dire. Donc, on devrait oser aller outre ça, mais... En Suisse, on n'osera jamais. Je veux dire. On est Suisse, on ne va pas suivre le mood. On va suivre. Si peut-être les grandes nations, Jonathan, commencent à se dire qu'il ne faut pas y aller, la Suisse va emboîter le pas, mais peut-être pas avant. On ne va pas être ceux qui montrent l'exemple, tu ne penses pas? Non, c'est sûr et certain que la Suisse va attendre de voir ce que les autres font. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le Danemark qui le fait, ça fait parler les autres. Tout le monde va un peu se poser des questions, tout le monde va en discuter, mais c'est sûr que c'est la deuxième nation qui va dire, s'il y en a une deuxième, qui va dire, nous, on n'y va pas, ce ne sera pas la Suisse. La Suisse va le faire si toutes les autres le font. Je rappelle quand même déjà que les Lettons, qui étaient co-organisateurs à la base, ont dit, on refuse de faire un mondial avec la Biélorussie. Et ils sont déjà revenus en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé en sous-main ? On ne le sait pas, mais je voudrais voir ce qui s'est dit et comment on a réussi à faire pression pour qu'ils reviennent complètement en arrière. N'oubliez pas non plus qu'on a Patrick Fischer a un job à justifier. On l'a vu derrière le banc des U20.
pas de championnat du monde l'année dernière, pas de compétition internationale, etc. Lui, il va justifier son chaleur et garder son job. Donc, il va pousser pour y aller, évidemment. Et puis, on a Lars Weibel, qui est nouveau à la tête des équipes nationales et qui n'a pas connu encore un seul championnat du monde depuis l'année dernière, sauf les U20, puis ça n'a pas très bien tourné pour eux. Donc, eux vont surtout pousser, tout faire pour y aller, pour justifier leur travail, pour vivre ce qu'ils ont envie de vivre. Donc, ils sont pas, ça ne fait pas 10 ans qu'ils sont là, et puis qu'ils peuvent se permettre de dire, ben voilà, ils n'ont aucun poids politique pour l'instant. Lars Weibel est un néophyte au niveau international, donc je pense que si Lars Weibel commence à téléphoner, il va dire Larski. Ah, oui, OK. Voilà, c'est comme ça la réalité, les gars. Politique et sport n'ont jamais fait bon ménage non plus. Hein. Oui, des fois, on se sert du sport pour passer des messages politiques. On l'a vu dans le passé. Hein? Certains Jeux olympiques, etc. Bon, on le voit avec la Fédération russe maintenant avec les histoires de dopage. Mais moi, je pense que c'est une bonne façon de mettre de la pression sur un pays, de dire les pays, on ne cautionne pas ça. Nous, notre façon de ne pas cautionner ça, à part les discours des politiques, c'est de dire au niveau sportif, pour un événement d'envergure comme ça, pour un petit pays comme ça, c'est de dire, ben nous, moi, je pense que c'est un message intéressant à envoyer, mais qui va l'envoyer? Voilà, c'est ce que c'est Weibel et Fischer. Quel poids ils ont, je ne sais rien. Je n'y crois pas non plus, je suis comme vous. On va simplement suivre le mouvement. Tant qu'il n'y aura pas une grande nation qui va dire bam, on n'y va pas. Là, ça va. Parce que Danemark ne fait pas perdre d'argent. Danemark, c'est quoi les revenus de Danemark? Tout le monde s'en fout du Danemark au championnat du monde. Mais tant qu'il y aura une grosse nation où on a beaucoup de revenus de télévision et dont le succès financier des championnats du monde, dont le succès financier dépend pour la IHF, là, peut-être qu'on va réagir du côté de René Fasel. Parce on s'entend que c'est une grosse histoire de sous, encore une fois, là. La IHF veut ses jobs, veut sauver son train de vie faramineux, veut trouver. Tu sais, c'est quand même, les gens qui vivent à la IHF ont des. On peut l'organiser ailleurs, Stéphane. Hein? Oui, mais où? Mais le problème, c'est, je suis d'accord avec toi, j'ai eu la même réflexion. D'ailleurs, on m'a dit pourquoi les Suisses ne le feraient pas. Tu crois que si c'est à huis clos, les Suisses ont envie de s'embarquer là-dedans et de perdre de l'argent? Il n'y a personne qui veut perdre de l'argent cette année. Dans une année normale, peut-être. J'ai quand même entendu que les Lettons étaient capables de le faire. Hein. Ils se sont proposés pour l'organiser seuls sur leurs 2 patinoires de Riga. Et c'est une solution qui serait imaginable. Jonathan, peut-être le mot de la fin. Après, on va terminer ce 2e épisode d'Overtime. Ben, si on reste dans l'aspect sportif, dans tout ça, moi, j'espère juste que la National League, qui, là, a un calendrier assez compliqué, on espère avoir des playoffs, j'espère juste qu'on ne pensera pas trop à ces championnats du monde-là, parce que l'important, c'est la National League, c'est la saison. On s'en fout de ne pas prêter les joueurs pour l'équipe nationale, pour un championnat qui, au final, c'est peut-être mon côté nord-américain qui va parler, là, mais ne vaut rien. Le championnat du monde, il n'y aura pas les joueurs de NHL, là, c'est une compétition européenne plus qu'un championnat du monde rendu là. Donc, focusons seulement sur la National League et la Swiss League. Je seconde. Je suis totalement d'accord. Et ça, c'est la bonne continuer parole cette saison de National League jusqu'à son terme. C'est très bien. Merci, messieurs. Merci, Stéphane, Régis, Jonathan. Merci à Michael à la réalisation de cette émission. On a été très contents de vous accompagner dans ces débats assez animés aujourd'hui d'Overtime. Vous comprenez un petit peu ce qui se passe dans notre nouveau format. On vous retrouve lundi prochain. Lundi, donc midi, pour une nouvelle version. Et on a toujours des sujets d'actualité intéressants à discuter, rien que passer l'actualité des clubs romans. Merci aussi pour la super participation dans le chat, c'était top. Donc merci à vous. Passez une bonne suite de journée, une bonne semaine. La National League, c'est dès demain soir. Bye bye. Bye bye.